Imaginez la scène. Votre père, la figure d'autorité, le pilier de la famille, met quelque chose dans votre boisson lors d'un dîner familial. J'ai échangé les verres avec lui et l'horreur qui a suivi a laissé tout le monde paralysé. C'est la vérité glaçante que je m'apprête à vous raconter. Je m'appelle Étienne Moreau, j'ai 34 ans et je vis actuellement dans un appartement luxueux à Lyon. L'année dernière, j'ai vendu ma start-up technologique pour 5 millions d'euros. Une somme suffisamment importante pour me permettre de vivre confortablement le reste de ma vie sans avoir besoin de travailler. 5 millions en banque, pas de femme, pas d'enfants. La vie semblait avoir atteint le summum de la perfection. Mais non, la relation entre mon père et moi est la tache d'encre qui macule les pages de ce roman idyllique. Mon père, Laurent Moreau, était autrefois un éminent homme d'affaires immobilier. Mais après une série d'échecs retentissants et d'investissements calamiteux dans des projets immobiliers ambitieux mais mal gérés, il est devenu amer, cynique et surtout d'une préoccupation obsessionnelle pour l'argent. Non pas qu'il cherche à contrôler ma vie, mais il s'acharne à vouloir contrôler mon portefeuille. À ses yeux, je ne suis pas un fils, mais une source de revenus ambulante, un guichet automatique sur pattes, sa dernière chance de restaurer une fortune perdue. Ce matin, je me tenais devant le miroir, ajustant la chemise vert foncé que ma mère aimait tant. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, et comme d'habitude, toute la famille se réunira dans l'ancienne demeure familiale, une belle bastide provençale située dans la campagne près d'Avignon. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de chasser la lourdeur qui m'envahissait toujours à l'idée d'affronter mon père. L'homme qui, de toute ma vie, ne m'a jamais serré dans ses bras, ne m'a jamais demandé si j'allais bien, et ne m'a toujours regardé que comme si j'étais un coffre-fort ambulant, une ressource à exploiter. En vérité, c'est encore bien plus gentil que la façon dont il me traitait quand j'étais enfant. Il était un alcoolique et, chaque fois qu'il était ivre, il me traînait dehors et me battait sans raison, sans avertissement. Ces souvenirs sont gravés en moi comme des cicatrices qui ne guérissent jamais. Et chaque fois que je le rencontre, ces cicatrices se mettent à saigner à nouveau, une douleur lancinante rappelant le passé. J'ai conduit ma BMW X7 avec fluidité le long des routes bordées d'arbres, le soleil de l'après-midi dansant sur le pare-brise. J'ai allumé la radio, espérant que la musique noirait le fouillis de pensées qui s'entrechoquaient dans ma tête. En arrivant devant la familiarité de la vieille bâtisse en pierre, ma mère, Clara, était déjà sur le perron, son sourire aussi radieux que le soleil de Provence. « Étienne, tu es là !» s'est-elle exclamée, me serrant fort dans ses bras. Le parfum familier de lavande qu'elle portait m'a réchauffé le cœur, apaisant, comme il le faisait toujours, certaines des plaies intérieures qui persistaient. La fête avait lieu dans le jardin. Des lanternes délicates pendaient aux branches des oliviers, des rires joyeux se mêlaient aux douces mélodies d'une musique jazz discrète. Ma mère, Clara, était le centre de l'attention de tous, une véritable lumière. À 60 ans, elle dégageait toujours une élégance naturelle, ses cheveux argentés soigneusement épinglés, ses yeux noisettes pétillants de douceur et de bonté. Je la regardais, silencieusement reconnaissant que, peu importe comment le monde s'effondrait, ma mère restait mon ancre, mon rocher inébranlable dans la tempête. Mon père, comme à son habitude, se tenait à l'écart, dans un coin ombragé du jardin, un verre de vin rouge à la main, son regard froid balayant la foule avec une distance dédaigneuse. Il portait un costume gris sur mesure, ayant toujours une allure distinguée, mais son sourire, quand il le forçait, m'envoyait toujours un frisson le long de la colonne vertébrale. J'ai essayé de l'éviter, me concentrant à discuter avec quelques parents éloignés, mais je ne pouvais me défaire de la sensation de ses yeux me suivant à chaque pas, comme des projecteurs implacables. Étienne. La voix de mon père, âpre et métallique, a retenti, alors que je me servais d'une part du succulent gâteau d'anniversaire fait par ma grand-mère. Je me suis retourné pour le voir s'approcher, un verre de vin rouge, au reflet brillant, à la main. « Bois un verre avec ton père, mon fils. Un verre spécial juste pour toi. »
Il a accentué le mot spécial d'une manière qui m'a mis mal à l'aise, un rictus se formant sur ses lèvres. J'ai pris le verre, mes doigts le serrant un peu trop fort. « Merci, mon père », ai-je dit, essayant de maintenir ma voix aussi ferme que possible. Ma mère était à proximité, riant avec tante Suzanne, et je ne voulais rien faire qui puisse l'inquiéter et gâcher sa soirée. J'ai levé le verre et en ai bu une gorgée. Le vin était riche, légèrement amer, un bon cru probablement, mais rien ne semblait vraiment inhabituel. J'ai regardé mon père. Il a juste hoché la tête, comme s'il venait d'accomplir une tâche délicate et importante. Mais quelques minutes plus tard, ma tête a commencé à tourner. Tout autour de moi est devenu flou, les contours s'estompant, les couleurs se diluant. Les rires et les conversations sont devenus un brouhaha lointain, l'air s'est épaissi et une sensation de vertige, de désorientation a déferlé sur moi. J'ai lutté pour rester conscient, mes genoux devenant faibles. Je me suis appuyé contre la table du buffet, espérant que personne ne remarquerait mon état. Mais la pièce entière vacillait, une spirale hypnotisante qui menaçait de m'engloutir. Mon père me regardait, un sourire fin et à peine perceptible se dessinant sur ses lèvres, ses yeux brillants d'une lueur étrange et malsaine. C'est à ce moment précis que tout a basculé. Je me suis souvenu. Il y a environ 35 ans, lorsque j'étais un tout petit garçon, je me souvenais de mon grand-père maternel, Louis, le père adoré de ma mère, un homme dont l'empreinte avait traversé le temps pour moi, bien que je ne l'ai jamais vraiment connu. J'avais des souvenirs d'images floues, de bribes de conversation. Il était mort subitement, lors d'un dîner de Noël. Une crise cardiaque, a-t-on dit. Mais ma grand-mère, peu avant de s'éteindre elle-même, avait laissé un carnet. Un carnet qui portait des récits d'un mal-être grandissant de Papy Louis, de sa méfiance envers mon père, Laurent. Elle y décrivait des dîners similaires, des malaises inexplicables de Louis après des repas préparés, étrangement, par mon père. Ces souvenirs, enfouis et poussiéreux, ont émergé en une fraction de seconde, illuminant la scène actuelle d'une lumière sinistre. L'amertume du vin, la façon dont mon père m'avait regardé. Un frisson d'horreur m'a parcouru. Ce n'était pas un simple vertige. C'était un poison. Et si ce n'était pas la première fois, si mon grand-père n'était pas mort d'une crise cardiaque, mais avait été empoisonné, et si mon père, Laurent, était un meurtrier. La pensée était monstrueuse, presque insoutenable. Mais l'évidence soudaine et brutale était là. Mon père avait essayé de me tuer. Et maintenant, il me regardait, savourant le spectacle de ma déchéance. La terreur a cédé la place à une rage froide, une clarté impitoyable. Je devais agir et vite, pour ma mère, pour ma mémoire, pour la justice. Mon cœur a battu à coups sourds. Ma bouche était devenue pâteuse, ma gorge sèche, et chaque gorgée prise de ce vin empoisonné semblait brûler mon œsophage, un feu lent se propageant dans mon corps. Mes muscles se tendaient, se raidissaient, et une sueur froide perçait ma peau, coulant le long de ma tempe. J'avais l'impression que l'air s'épaississait, rendant chaque inspiration laborieuse, comme si mes poumons luttaient contre une pesanteur invisible. Mon champ de vision était désormais un tunnel, les bords sombres et flous grignotant ma perception du monde extérieur. Mais au centre de ce tunnel, le visage de mon père restait d'une netteté glaçante. Son sourire sardonique s'élargissait, ses yeux injectés d'une satisfaction malsaine, comme un prédateur observant sa proie blessée. Il pensait m'avoir. Il savourait ma chute. Mais il avait sous-estimé la fureur, la détermination qui, malgré tout, brûlait encore en moi, une étincelle de survie. Je ne pouvais pas le laisser gagner. Impossible. J'ai rassemblé le peu de force qu'il me restait. Chaque mouvement était un effort surhumain, chaque pensée une bataille. Je devais résister, ne pas succomber. L'image de ma mère, Clara, riant joyeusement avec tante Suzanne, s'est imposée à mon esprit. Un puissant rappel de ce que je devais protéger, de ce que je devais sauver. Ma mère qui m'aimait inconditionnellement, qui avait déjà tant souffert des ombres de mon père. Je ne pouvais pas lui infliger une telle douleur, une telle perte, sans combattre. Si je tombais maintenant, ce serait la victoire totale de Laurent et la destruction de tout ce que j'avais de précieux.
Je devais contrecarrer son plan, mais comment, dans mon état affaibli? Une idée, audacieuse et risquée, a traversé mon esprit brumeux, comme un éclair dans la nuit. Elle était désespérée, mais c'était ma seule chance. Je devais échanger les verres. L'action devait être rapide, précise, discrète. Si mon père me voyait, s'il soupçonnait quoi que ce soit, son plan diabolique serait confirmé et ma vie, ma survie, serait compromise pour de bon. Il fallait agir avant que le poison ne me consume complètement, avant que ma conscience ne me quitte. Profitant d'un instant d'inattention, alors que mon père se tournait pour répondre à une question de son frère, mon oncle Philippe, je me suis redressé. Ma main tremblante a agrippé mon verre. L'autre main de mon père, celle qui tenait son propre verre, était posée sur le bord de la table. Ma vision était floue, mais je pouvais distinguer les deux verres, quasi identiques, juste à côté. Le moment était propice ou jamais. Ma mère et tante Suzanne étaient toujours engrossées dans leur conversation, leur rire léger dissimulant le drame qui se jouait à quelques pas d'elles. J'ai inspiré profondément, la douleur me lancinant la poitrine. Je me suis penché légèrement, le mouvement laborieux, calculé. Juste au moment où je m'apprêtais à faire l'échange, mon père s'est raclé la gorge, la déglutition sèche et forte. J'ai figé. Mon cœur a bondi contre mes côtes, un rythme frénétique, assourdissant. Il a tourné la tête vers moi, son regard perçant. Un sourire de loup s'est dessiné sur ses lèvres. Il était sur le point de me demander quelque chose, je le sentais. Le piège était tendu et j'étais au bord du précipice. « Étienne, tu n'as pas l'air bien, mon fils. Le vin était-il trop fort ?» La voix de mon père était empreinte d'une fausse sollicitude, le poison se cachant derrière chaque mot. Son regard, cependant, n'exprimait que de la cruauté et une satisfaction non dissimulée. Il savourait ma détresse, se délectant de chaque symptôme. Je devais cacher ma main tremblante, le verre contenant la substance fatale. La conversation entre ma mère et tante Suzanne s'était estompée. Mais le fond sonore du jardin était toujours présent, des rires lointains, la musique jazz. La diversion était ma seule alliée. « Non, père, juste la fatigue du voyage. » Ai-je réussi à articuler, ma voix rauque, à peine un murmure. Chaque parole était un effort surhumain, mes cordes vocales semblant se nouer. Je devais paraître faible, mais pas désarmé, juste un peu épuisé. Mon père a hoché la tête lentement, son sourire ne le quittant pas, comme s'il appréciait mon effort minable pour maintenir les apparences. Il a levé son propre verre à ses lèvres, le rouge sombre du liquide reflétant la lumière des lampions. Mon cœur a fait un bond. C'était le moment. Juste au moment où il allait boire, j'ai vu tante Suzanne s'approcher de nous, son visage épanoui. « Laurent, qu'est-ce que tu racontes à Étienne? Laisse-le profiter de la fête de sa mère. » Est-elle lancée avec un rire léger, posant sa main sur l'épaule de mon père. La surprise l'a fait reculer d'un pas. C'était l'ouverture dont j'avais besoin. Tandis que mon père était distrait par tante Suzanne, son attention divisée, j'ai bougé avec une rapidité que mes muscles engourdis semblaient rejeter. Dans un mouvement fluide, presque trop rapide pour être perçu, j'ai tendu mon verre vers l'avant, l'a fait frôler le sien, et mes doigts ont exécuté la permutation. Mon verre, celui qui contenait la preuve, reposait maintenant entre ses doigts. Le sien, propre et inoffensif, était dans ma main. Le tout s'est déroulé en une fraction de seconde, sous le voile de la conversation et de la légère bousculade. Tante Suzanne n'a rien vu. Mon père, visiblement agacé par l'interruption, n'a rien vu. Il a juste reposé mon verre sur la table, l'air mécontent. La sueur froide m'a parcouru. C'était fait. Le cœur battant à tout rompre, je savais que l'acte était accompli. La partie venait de commencer. Je me suis ensuite excusé, prétextant une envie subite d'aller aux toilettes pour me faufiler discrètement hors du jardin. J'ai marché à pas rapides, essayant de dissimuler ma démarche chancelante, mes jambes titubant légèrement. Une fois à l'intérieur de la maison, j'ai fouillé mon téléphone dans ma poche et, d'une main tremblante, j'ai tapé un message à mon meilleur ami, Rémi, un jeune médecin résidant aux urgences de l'hôpital de Lyon. « Rémi, besoin de ton aide urgente. Situation grave. Urgence médicale. Appelle-moi dès que tu peux. Vite. »
Alors que je m'enfermais dans les toilettes d'invités, mon corps a commencé à réagir violemment. Des nausées intenses m'ont secoué, mes muscles se contractant en spasmes douloureux. Le poison, même à faible dose, faisait son œuvre. Je me suis effondré contre la porte, l'esprit embrouillé par les vertiges. Mais une détermination glaciale s'était installée en moi. Laurent, mon père, allait payer. Et il allait payer cher. Pas seulement pour ce soir, mais pour Papy Louis, pour toutes les ombres qu'il avait jetées sur nos vies. La partie n'était que le début d'une guerre bien plus vaste. Le silence de la petite pièce était assourdissant, brisé seulement par mes propres gémissements et le bruit sourd de mon cœur. Le message envoyé, une lueur d'urgence se reflétant sur l'écran éteint de mon portable, les nausées m'ont assailli avec une violence renouvelée. Je me suis agrippé au lavabo en marbre, mon corps tremblant, essayant de ne pas vomir. Chaque pulsation dans mes tempes rappelait la substance insidieuse qui circulait dans mes veines. L'air frais de la salle de bain semblait étranger, presque hostile. Mon champ de vision s'est rétréci davantage, le blanc des carreaux devenant une mosaïque mouvante et menaçante. Mon ventre se tordait. Mes intestins semblaient se nouer sous l'effet du poison. J'ai lutté pour rester lucide, me forçant à me concentrer sur ma respiration, sur le contact froid du marbre sous mes doigts. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré. C'était Rémi. J'ai décroché, ma voix à peine audible. « Rémi, j'ai été empoisonné », ai-je murmuré, les mots s'échappant avec difficulté. J'ai décrit mes symptômes, la situation, l'échange de verres. Rémi, calme et professionnel malgré sa jeunesse, m'a posé des questions précises sur mon état, sur la quantité ingérée, sur le temps écoulé depuis la prise. Sa voix, même au téléphone, était rassurante, une encre dans ma tempête. « Étienne, écoute-moi bien, ne panique pas. Je suis aux urgences. Je t'envoie mon adresse GPS et le nom de la pharmacie la plus proche pour un antidote générique que tu dois prendre immédiatement, si tu peux te tenir debout. En attendant, essaie de boire beaucoup d'eau. N'ingère plus rien d'autre. Si tu ne peux pas bouger, appelle les secours. Dis que tu as une réaction allergique sévère. Mais viens ici le plus vite possible. Je t'attends. » Son professionnalisme m'a donné la force de me ressaisir. J'ai suivi ses instructions à la lettre. Après avoir lutté pour me relever, j'ai bu de grandes quantités d'eau du robinet, essayant de diluer le poison. Puis, avec une détermination fraîche, j'ai réussi à me glisser hors de la maison, évitant les regards. Mon père était toujours dans le jardin, un verre à la main, le verre que j'avais échangé. La satisfaction sur son visage était intacte, inconsciente de son propre destin. Je me suis glissé dans ma voiture, le moteur ronronnant, et j'ai conduit, non pas vers les urgences, mais vers la pharmacie indiquée par Rémi. Chaque kilomètre était un combat. Le paysage défilait comme un tableau impressionniste, flou et déformé. Les lumières des réverbères se répandaient en halos incertains, la nuit s'épaississant autour de moi, mais l'adrénaline et la rage me poussaient en avant. Je ne céderais pas, je n'étais pas mort. J'ai trouvé la pharmacie, petite et discrète, presque invisible dans l'ombre d'une rue endormie. J'ai bousculé la porte, faisant retentir le petit grelot annonçant mon arrivée. La pharmacienne, une femme âgée aux lunettes posées sur le bout du nez, m'a regardé avec inquiétude. « Monsieur, vous allez bien ?» a-t-elle demandé, sa voix douce mais ferme. « Antidote, dosage, indiqué par Rémi Dubois, urgence de Lyon », ai-je balbutié, tendant mon téléphone où clignotait le message de Rémi avec la posologie. Après une brève vérification de sa part, elle m'a donné un sachet de poudre à diluer. J'ai bu de grandes gorgées d'eau pour l'ingérer, espérant qu'il ne serait pas trop tard. Une fois la poudre avalée, j'ai repris la route, les effets du poison s'intensifiant. Le monde entier semblait se rétracter autour de moi, les murs se rapprochant, l'obscurité m'enveloppant. J'ai lutté contre le sommeil qui tentait de m'emporter, contre le brouillard qui se posait sur mon esprit. Juste avant d'arriver à l'hôpital, la nuit a semblé m'engloutir. Mes paupières étaient lourdes, mais j'ai fait un dernier effort, un dernier sursaut de volonté.
J'ai réussi à garer la voiture dans le parking de l'hôpital, mes mains luttant contre le volant, mes membres engourdis. Je me suis traîné hors du véhicule, le monde penchant dangereusement, et j'ai chancelé vers l'entrée des urgences, ma vision se brouillant, mes jambes cédant sous mon poids. Je me suis effondré sur le sol carrelé, juste devant le comptoir d'accueil. Les dernières images de ma mère, son sourire, son amour, clignotant dans mon esprit, stimulant ma conscience. Puis, le noir total. Je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital. Le bourdonnement des machines, l'odeur antiseptique et la lumière crue. Rémi était là, assis à mon chevet, son visage tiré par la fatigue mais les yeux soulagés. « Étienne, tu m'as fait peur, mon vieux », a-t-il dit, une trace d'émotion dans sa voix habituellement stoïque. « Le produit que tu as ingéré est un puissant sédatif, proche des barbituriques. Heureusement, la dose n'était pas mortelle pour un homme de ton gabarit et l'antidote a agi juste à temps. Mais une dose plus forte ou sans antidote aurait pu être fatale. Tu t'es évanoui juste à temps. Nous avons fait des prélèvements sanguins et urinaires. Le poison est clairement identifiable. Nous avons des preuves irréfutables. » Un sentiment de vengeance froide m'a parcouru. C'était fait. Les preuves étaient là. Et mon père, ai-je demandé, ma voix encore faible. « Il a subi les pleins effets du poison, » a répondu Rémi. « Quelques heures après ton départ, il a commencé à présenter de graves troubles. Ta mère a paniqué, a appelé les urgences. Il est ici, dans une autre chambre, sous surveillance. Il est hors de danger, mais l'expérience a été traumatisante. Il est très confus et désorienté. Clara, ta mère, est sous le choc. Elle est avec lui, essayant de comprendre ce qui s'est passé. Ma mère, il fallait que je la voie, il fallait que je lui explique. Rémi prépare un rapport détaillé sur le poison, les symptômes, la posologie. Je veux que tout soit précis. J'ai senti une nouvelle force monter en moi. Ce n'était pas seulement pour ma survie, c'était pour la mémoire de Papy Louis, c'était pour ma mère. La vérité allait éclater. Les heures qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions intenses et d'actions rapides. Rémi, avec son équipe, a préparé un dossier médical exhaustif détaillant l'analyse toxicologique de mon sang et de mon urine. Le poison était bien un puissant barbiturique, une dose calculée pour immobiliser, pour effacer la conscience, mais qui aurait pu s'avérer létale sans intervention. Pendant ce temps, je suis resté sous surveillance, le corps encore faible, mais l'esprit affûté par la gravité de la situation. L'odeur d'hôpital, le bip incessant des machines, tout cela n'était qu'un bruit de fond face à la tempête qui faisait rage en moi. Il était temps de confronter ma mère, de lui révéler l'horrible vérité, une vérité qui allait déchirer le tissu de sa vie. Avec l'aide de Rémi, j'ai pu me lever et me rendre dans la chambre de mon père. En chemin, j'ai aperçu ma mère, Clara, assise dans le couloir, son visage entre ses mains, les épaules secouées par des sanglots étouffés. La voir ainsi, si vulnérable, si brisée, a fait monter en moi une vague de colère et de protection. Laurent lui avait fait tellement de mal. Je me suis approché d'elle doucement, posant une main sur son épaule. Elle a levé les yeux, son regard embué par les larmes, mais une lueur de soulagement a traversé son visage en me voyant. « Étienne, mon chéri, tu vas bien ?» a-t-elle demandé, sa voix tremblante. Elle m'a serré fort dans ses bras, ma tête contre son épaule, le parfum de lavande, si doux, si familier, s'infusant dans mes narines. « Oui, maman, je vais bien », ai-je répondu, essayant de la rassurer. « Mais nous devons parler, immédiatement. » Nous nous sommes isolés dans une petite salle d'attente à l'écart, la lumière tamisée et le silence relatif offrant un semblant d'intimité. Mon cœur battait la chamade, mais ma détermination était inébranlable. « Maman, ce soir, ce n'était pas un accident, » ai-je commencé, ma voix grave et posée. Ce n'était pas une simple intoxication alimentaire, ni un malaise dû à la fatigue. Laurent a mis quelque chose dans mon verre, un poison. Le visage de ma mère est devenu livide, ses yeux s'écarquillant sous le choc, l'incrédulité. « Étienne, qu'est-ce que tu dis? C'est impossible! Ton père, il ne ferait jamais ça !» a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. « Il l'a fait, maman.
J'ai échangé les verres avec lui au dernier moment. Il a bu le poison qu'il m'était destiné. Et grâce à Rémi et à l'antidote, je suis vivant. Mon ton, même si empreint de tristesse, portait une vérité implacable. Je lui ai montré les photos du carnet de Papy Louis, les passages concernant les malaises inexplicables, la méfiance, les soupçons. J'ai décrit avec précision les symptômes que j'avais ressentis, la sensation de vertige, les nausées, la perte de conscience. Ma mère a écouté, son visage passant par toutes les émotions, le choc, le déni, la peur, et finalement une profonde tristesse mêlée à une colère grandissante. Ses mains tremblaient en tenant les photos, ses yeux parcourant les lignes du carnet, reconnaissant l'écriture de son père, les mots qu'il avait laissés comme un message du passé. Papy Louis n'est pas mort d'une crise cardiaque, maman, ai-je dit doucement. Il a été empoisonné, exactement comme j'aurais dû l'être ce soir. Laurent l'a tué. Le silence s'est abyssal. Les paroles flottaient dans l'air, lourdes de sens, transformant à jamais la perception que ma mère avait de son mari, de sa vie. Elle a fermé les yeux, une larme solitaire traçant un sillon sur sa joue pâle. 30 ans, Étienne, a-t-elle murmuré, le cœur brisé. 30 ans de mariage. Et je n'ai rien vu. Il a tué mon père. Il a essayé de tuer son propre fils. La peine dans sa voix était si profonde qu'elle m'a serré le cœur. Mais je savais qu'il était vital qu'elle comprenne l'étendue de la trahison de mon père. Il ne s'agissait pas seulement de sa survie, mais de la justice due à la mémoire de mon grand-père, Papy Louis. J'ai pris les mains de ma mère dans les miennes, sentant le froid de sa peau, mais aussi la fermeté de ses doigts qui se sont serrés autour des miens. Elle a rouvert les yeux et j'y ai vu non pas le désespoir, mais une lueur nouvelle, dure comme l'acier. Une détermination impitoyable était née de la douleur. Je n'étais plus la femme soumise et aveuglée par l'amour, mais une lionne blessée, prête à se battre. « Que faisons-nous, Étienne ?» a-t-elle demandé, sa voix désormais étonnamment claire et ferme. « Nous allons chercher justice, maman, pour Papy Louis et pour toi, qui a vécu dans ce mensonge pendant si longtemps, ai-je répondu. J'ai déjà contacté un détective privé, Monsieur Dubois, et une avocate spécialisée dans les affaires criminelles, Maître Sophie Laurent. Ils vont nous aider à rassembler toutes les preuves nécessaires. J'ai sorti de ma poche la petite fiole contenant l'échantillon du vin scellé par Rémi, ainsi que le rapport préliminaire de ses analyses. Rémi a confirmé la présence du barbiturique dans le vin que Lorraine voulait me faire boire. C'est le même type de substance que nous suspectons avoir été utilisé contre Papy Louis. Ma mère a regardé la fiole avec un dégoût palpable. Alors, c'est comme ça qu'il a fait, a-t-elle murmuré, les mots chargés d'une peine infinie. Des années. Il a planifié ça pendant des années, n'est-ce pas? Oui, maman. Il a toujours été obsédé par l'argent de Papy Louis. Le carnet le prouve. Il voyait Papy Louis comme un obstacle à sa propre fortune. La discussion avec ma mère a duré des heures, entrecoupée de silences lourds, de larmes et de révélations. Nous avons parcouru les souvenirs, les indices rétrospectifs qui, une fois la vérité connue, prenaient tout leur sens. Les problèmes financiers de Laurent, sa jalousie envers la success story de Papy Louis, sa colère chaque fois que Louis exprimait des doutes sur ses investissements douteux. Tout cela formait un tableau sinistre d'une préméditation calculée. Mon père, l'homme qui aurait dû me protéger, m'aimer, était un meurtrier, un empoisonneur. La réalité était une pilule amère à avaler, mais la détermination de ma mère était contagieuse. « Je veux qu'il paie, Étienne », a-t-elle déclaré finalement, son regard brûlant d'une flamme froide. « Pour mon père, pour toi, pour tout ce qu'il a fait. Il paiera, maman, ai-je promis, sentant un frisson de résolution parcourir mon corps. Il paiera pour tout. Le chemin serait long et difficile. La famille serait déchirée, les scandales feraient la une des journaux. Mais le fantôme de Papy Louis allait enfin trouver la paix. C'était la promesse que je me faisais à ma mère, à moi-même et à ce vieil homme que je n'avais jamais vraiment connu. La confrontation avec mon père allait être inévitable et elle serait brutale. La nouvelle de l'empoisonnement d'Étienne et l'hospitalisation de Laurent Moreau a électrisé la famille Ré A de lui.
Il avait l'air ravagé, son costume gris froissé, ses yeux cernés et injectés de sang. Son corps chancelait légèrement, les effets résiduels du barbiturique le rendant maladroit, affaibli. Mais sa rage, elle, était intacte. « Qu'est-ce que tu as fait, Étienne » a-t-il craché, sa voix rauque de colère. « Que diable as-tu osé faire » Le regard perçant de maître Laurent l'a figé. « Monsieur Moreau » a-t-elle dit, sa voix d'une parfaite neutralité, mais traversée d'une autorité implacable. « Nous nous trouvons ici en présence de votre fils, Étienne Moreau, qui a été victime d'une tentative d'empoisonnement hier soir. Vos analyses médicales ont révélé la présence d'une substance chimique identique dans votre système, en quantité nettement supérieure. Vous avez bu le vin destiné à Étienne. » Les mots flottaient dans l'air, lourds de sens, mais Laurent ne les comprenait pas encore entièrement. « C'est une erreur, un accident. Je vous dis que c'est une erreur, » a-t-il bégayé, essayant encore de nier l'évidence. « Il n'y a pas d'erreur, Laurent, » a dit ma mère, sa voix dure, dénuée de toute émotion. « J'ai lu le carnet de mon père. J'ai compris. Tu as tué mon père, n'est-ce pas? Tu l'as empoisonné pour son argent et tu as essayé de faire la même chose à Étienne. C'est ça la vérité. » Le visage de Laurent est passé du rouge au blanc, puis au gris cendre. Ses yeux, habituellement si pleins de défis, se sont emplis de terreur. Il nous a regardés, ma mère et moi, comme s'il voyait des fantômes. Le choc de la révélation subite de sa propre culpabilité, articulée par sa propre femme, était indescriptible. « Non, non, Clara, c'est faux, tout est faux !» a-t-il hurlé, ses mains tremblantes, tentant désespérément de se raccrocher à ses mensonges. « C'est la vérité, Laurent, ai-je dit, ma voix calme, mais chaque mot portait le poids d'une haine et d'une trahison profonde. J'ai la preuve, le carnet de Papy Louis, le vin empoisonné, les analyses médicales. La vérité va éclater et tu vas payer pour tout ce que tu as fait. » Un silence assourdissant a suivi mes paroles. Les murs de l'hôpital semblèrent se refermer sur lui. Laurent Moreau, l'homme d'affaires respecté, le père de famille, le mari, était piégé dans les filets de ses propres crimes. La peur, la vraie peur, a transpercé ses yeux. Une peur qu'il n'avait jamais ressentie, celle d'être un homme brisé. Le monstre que j'avais toujours connu était enfin révélé au grand jour et il commençait à se décomposer. Le docteur Dubois est entré, son visage sérieux. « Monsieur Moreau, » a-t-il dit, « votre état de santé requiert un suivi. Nous devons discuter de votre sortie et des dispositions. » Mais personne n'écoutait réellement. La sortie de Laurent de l'hôpital ne serait pas un retour à la maison, mais le début d'une longue chute. La justice allait le rattraper. La confrontation dans la chambre d'hôpital fut le coup de grâce pour Laurent Moreau. Son déni acharné s'est effondré sous le poids des évidences irréfutables et de l'accusation froide de ma mère. La peur a remplacé son arrogance habituelle, ses yeux vagues et tremblants révélant une âme effrayée prise au piège. La vérité était une bête sauvage, elle avait choisi son moment pour dévorer son prédateur. Tandis qu'il était reconduit par le personnel hospitalier pour des examens complémentaires, sous le regard lourd de maître Laurent et de mon détective, monsieur Dubois, je me suis tourné vers ma mère, le cœur lourd. « Maman, es-tu sûre de vouloir aller jusqu'au bout ?» ai-je demandé, sa main dans la mienne. « Cela va être un scandale, une épreuve terrible pour nous deux. » Elle a hoché la tête, son visage marqué par la fatigue et la douleur, mais sa détermination restait inébranlable. « Plus que jamais, Étienne, pour mon père, pour toi, pour nous, il faut que la vérité éclate, que tout le monde sache qui il est vraiment. » Sa voix était étonnamment ferme, une force que je ne lui avais jamais connue. C'était la voix d'une femme brisée mais résolue à obtenir justice, à réhabiliter la mémoire de son père et à protéger son fils. Maître Laurent et Monsieur Dubois ont pris les choses en main avec une efficacité redoutable, orchestrant chaque étape de l'enquête. Le verre de vin scellé par Rémy a été formellement identifié par un laboratoire médico-légal comme contenant une dose symptomatique de barbiturique. Le rapport de Rémy, détaillé et précis, fournissait un témoignage médical irréfutable de mon empoisonnement et des effets de la substance. Mais la pièce maîtresse allait être le journal de Papy Louis.
Monsieur Dubois a fait appel à des experts en écriture et à des datalogues qui ont confirmé l'authenticité du carnet et des dates. Ce journal était un témoignage poignant des dernières années de mon grand-père, de ses doutes grandissants, de ses malaises inexpliqués, de sa méfiance envers Laurent, de la peur qu'il ressentait pour sa vie et pour son entreprise si elle tombait entre les mains de mon père. Chaque page était un cri silencieux du passé, une prémonition macabre des événements à venir. Ce carnet seul ne constitue pas une preuve irréfutable de meurtre, a expliqué Maître Laurent, sa voix grave. Mais couplé à votre témoignage, au rapport d'empoisonnement d'hier soir et aux motivations financières évidentes de Laurent, l'exhumation du corps de M. Louis Moreau devient essentielle pour établir un lien définitif. Il ne restait plus qu'à obtenir une seconde ordonnance, cette fois-ci pour l'exhumation du corps et une nouvelle autopsie, avec une attention particulière aux traces de barbiturique ou de substances similaires. Ce fut une lutte acharnée. Les avocats de Laurent ont essayé de s'y opposer farouchement, arguant que c'était une atteinte à la mémoire du défunt, une tentative malveillante de salir son nom. Mais Maître Laurent a plaidé avec une éloquence et une conviction féroce, soulignant les parallèles glaçants entre ma situation et celle de mon grand-père, le motif financier et la nécessité de toute la lumière. Le juge, après mûre réflexion et face à l'ensemble des éléments présentés, a finalement accordé l'ordonnance. C'était une victoire amère, mais une victoire tout de même. 2 semaines plus tard, sous un ciel bas et lourd de nuages de pluie, nous étions de nouveau au cimetière d'Avignon. L'exhumation fut un événement éprouvant, à la fois somme à son âge avancé et à l'état de décomposition du corps, a révélé des traces résiduelles indéniables de barbiturique dans les tissus de Papy Louis. La conclusion était sans appel. Mon grand-père n'était pas mort naturellement. Il avait été empoisonné, exactement comme j'aurais dû l'être. La confirmation, si longtemps attendue, nous a frappés comme une marée. Ce n'était plus un soupçon, une théorie. C'était un meurtre. Ma mère s'est effondrée en larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de faiblesse. C'étaient des larmes de soulagement et de rage refoulée, libérées par une vérité si longtemps cachée. « Il l'a tué, Étienne », a-t-elle murmuré, la douleur et la certitude mêlées dans sa voix. « Il a tué mon père. » Monsieur Dubois, le détective privé, n'a pas ménagé ses efforts. Fort de cette nouvelle preuve, son investigation s'est approfondie, remontant le fil des transactions financières de Laurent. Il a déterré des documents notariés, des transferts de propriété, des mouvements de fonds complexes et dissimulés qui avaient suivi la mort de Papy Louis, des signatures non concordantes sur des testaments, des accords de cession d'actifs signés sous des pressions douteuses. Chaque nouvelle découverte était une brique ajoutée au mur de culpabilité de mon père. Ces papiers révélaient que Laurent avait méticuleusement planifié de s'emparer de l'héritage de Papy Louis, de ses propriétés et de ses entreprises, au détriment de ma mère et de moi. Il avait mis en scène la crise cardiaque pour masquer son crime, manipulant les médecins et les autorités de l'époque, qui, n'ayant aucune raison de suspecter un meurtre, n'avaient pas cherché plus loin. Ma mère s'asseyait à mes côtés, parcourant chaque document, la mâchoire serrée, le visage durcissant à chaque page. « J'ai vécu avec lui pendant plus de 30 ans, a-t-elle dit, sa voix se brisant. « Je n'ai rien su, Étienne. J'ai été aveugle. » J'ai pris sa main. « Ce n'est pas ta faute, maman. Il nous a tous les deux trompés. Il est un manipulateur, un monstre. » Mais malgré la tristesse, j'ai vu un feu brûler dans ses yeux. Non pas le chagrin, mais une détermination froide et féroce. Elle n'était plus la femme soumise, l'épouse discrète. Elle était une mère, une fille cherchant désespérément justice, une femme brisée mais résolue. L'image de la victime avait laissé place à celle de la guerrière. « Je vais le poursuivre en justice », a-t-elle déclaré, sa voix ferme comme la pierre, ne laissant aucune place au doute. « Pas seulement pour toi, Étienne, mais pour mon père. Laurent doit payer. Pour tous ces crimes, je n'avais jamais vu ma mère aussi forte, aussi résolue. C'était un spectacle à la fois déchirant et inspirant. Mon père était sur le point de recevoir ce qu'il méritait. La vérité était une lame aiguisée et elle s'apprêtait à lui transpercer le cœur.
La décision de ma mère, implacable et sans appel, a cimenté notre détermination. Nous allions poursuivre Laurent en justice, non seulement pour tentative de meurtre devant le juge. Un avocat de la défense sans scrupules, engagé par Laurent avec le peu de fonds qui lui restait et l'aide de ses rares soutiens, des anciens associés à la moralité douteuse, a tenté de dépeindre ma mère comme une femme déséquilibrée, motivée par la vengeance et manipulée par son fils avide. Mais maître Laurent, avec sa clarté et sa précision, a balayé ces accusations d'un revers de main, révélant la longue histoire de manipulation financière et psychologique de Laurent, prouvant qu'elle avait elle-même été une victime de son emprise. L'autopsie de Papy Louis, les traces de barbiturique, le journal intime, les documents falsifiés, chaque pièce du puzzle s'imbriquait parfaitement, peignant un tableau accablant de préméditation et de cupidité. Le verdict est tombé après seulement 2 heures de délibération. Coupable. Tentative de meurtre sur ma personne et meurtre au premier degré sur mon grand-père. La sentence fut prononcée quelques jours plus tard. La prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Justice avait été rendue. Quand les gendarmes l'ont emmené hors du tribunal, Laurent a tourné la tête pour nous regarder, ma mère et moi. Ses yeux étaient vides, dénués de toute émotion reconnaissable, ni remords, ni colère, juste un vide sidéral. Je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement un vide immense, là où notre famille, imparfaite et brisée, se tenait autrefois. C'était la fin d'une ère. Après le dénouement déchirant du procès, l'écho des murmures et des chuchotements s'est lentement estompé, mais les cicatrices invisibles demeuraient. Ma mère, Clara, a pris la décision de quitter la vieille Bastide provençale près d'Avignon. Ce lieu imprégné des fantômes du passé, des faux semblants et des mensonges de Laurent. Elle avait besoin d'un nouveau départ, d'un espace où elle pourrait panser ses plaies, loin de ces murs qui lui rappelaient tant de douleurs. Elle est venue s'installer avec moi dans mon appartement à Lyon. C'était un arrangement temporaire, mais nécessaire. La Bastide a été vendue, un pas symbolique pour clore ce chapitre sombre de nos vies. Le processus fut rapide, presque désincarné, comme si nous nous débarrassions d'un poids. L'argent de la vente a été investi dans un fonds pour elle, lui assurant une autonomie financière longtemps niée. Les premiers jours furent étranges, nous, 2 adultes, partageant un espace qui n'était pas conçu pour une cohabitation permanente. Mais la présence de ma mère était un baume pour mon âme tourmentée. Nous partagions des dîners simples, des conversations silencieuses, des moments de réconfort mutuel. Lentement, très lentement, une paix fragile a commencé à s'installer dans son cœur. Elle a retrouvé le goût des choses simples, des petites joies du quotidien. Elle a commencé à s'adonner au jardinage, recréant un petit coin de verdure sur mon balcon, y plantant de la lavande qui embaumait l'air et d'autres herbes aromatiques. Chaque après-midi, nous nous asseyions sur le balcon buvant du thé, parlant de tout et de rien, des nouvelles du quartier, des livres qu'elle lisait, des nouveaux bourgeons qui poussaient sur ses plantes. C'était un retour à l'essentiel, loin des intrigues et des trahisons familiales. Je la regardais, voyant son sourire revenir, teinté d'une tristesse persistante, d'une mélancolie irréductible, mais un sourire tout de même. Le poids des années de manipulation et de mensonges s'estompait, laissant place à la femme douce et rayonnante que j'avais toujours connue, mais qui était restée cachée sous le vernis des apparences. Un jour, alors que le soleil couchant faisait scintiller le jardin improvisé sur le balcon de ma mère d'une lumière dorée et chaleureuse, je lui ai posé la question que je gardais en moi depuis des mois. « Tu vas bien, maman ?» J'avais cessé de la poser après tant d'années où la réponse était une politesse vide. Mais maintenant, c'était une question sincère, emplie d'espoir. Elle a hoché la tête, son regard se perdant dans l'horizon lointain des toits de Lyon. Puis, elle a serré ma main, ses doigts désormais plus chauds, plus vivants. « Je vais bien, Étienne, la justice a été rendue, mon père peut enfin reposer en paix, et toi, tu es en sécurité, c'est tout ce dont j'ai besoin. » Mais pour ma part, la paix n'était pas totale. Les cicatrices émotionnelles laissées par mon père ne guériraient jamais complètement. Ce sont des marques indélébiles de son absence d'amour et de sa cruauté.
Les souvenirs des coups, des paroles blessantes, des nuits de terreur resteraient gravés en moi. Mais j'avais trouvé une forme de sérénité. J'ai continué à travailler, mais avec une nouvelle perspective. L'argent, autrefois une source de conflit, est devenu un moyen de construire, de protéger, de vivre. Je me suis engagé dans des œuvres caritatives, investissant dans des start-up sociales qui aidaient les jeunes défavorisés, cherchant à donner un sens à ma fortune. J'ai appris à apprécier les moments simples, les conversations profondes avec ma mère, les rires qui remplissaient mon appartement. Je vivais pour elle, pour ces moments précieux que nous partagions, pour reconstruire sur les décombres que Laurent avait laissés. Sous la lueur apaisante du soleil couchant, je savais que nous avions émergé de l'obscurité, ensemble. Nous étions une famille resserrée, unis par les épreuves, mais aussi par un amour indestructible. La vie n'était pas parfaite, elle ne le serait jamais. Mais elle était authentique, vraie et remplie d'une résilience que nous n'aurions jamais soupçonnée. C'est la fin de notre histoire, non pas celle d'une vengeance triomphante, mais celle d'une renaissance, d'une quête de vérité et de la difficile mais nécessaire voie du pardon, non pas pour l'homme qui nous avait trahis, mais pour nous-mêmes. C'est l'histoire d'Étienne et Clara Moreau, une histoire de survie, de justice et d'un amour filial qui a su briser les chaînes du passé. J'espère que cette histoire vous a touché et vous a fait réfléchir. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos propres pensées. Le temps, avec sa douceur implacable, a commencé à lisser les aspérités de notre douleur, sans jamais effacer les profondeurs. Ma mère, Clara, avait trouvé un nouveau rythme de vie, un équilibre harmonieux entre la paix retrouvée et la mémoire insistante du passé. Le petit jardin sur mon balcon à Lyon était devenu son sanctuaire, un coin de Provence recréé en pleine ville. Les lavandes poussaient en abondance, leur parfum apaisant emplissant l'air, et les rosiers grimpants s'épanouissaient, symbole d'une beauté fragile mais persistante. Chaque matin, elle y passait des heures, les mains dans la terre, son visage enfin détendu, les yeux brillants d'une sérénité nouvelle. Elle avait même commencé des cours de céramique, une passion de jeunesse qu'elle avait mise de côté par devoir, par conformité aux attentes de Laurent. Ses créations étaient simples, élégantes, reflétant la douce force qu'elle avait cultivée en elle. C'était une renaissance silencieuse, un hymne à la résilience. Nous, Étienne et Clara, étions les témoins d'une transformation profonde, une métamorphose qui s'opérait avec la patience et la détermination d'une rivière creusant son lit. Laurent, quant à lui, était emprisonné, ses appels rejetés en appel, sa peine de prison à vie confirmée. L'image de l'homme puissant qu'il avait été s'était évanouie, remplacée par celle d'un vieillard brisé, rongé par son amertume et ses regrets. Les rares nouvelles que nous recevions de lui étaient filtrées par ses avocats, des requêtes pour des visites que nous refusions, incapables encore de faire face à la toxicité qu'il incarnait. Il n'y avait pas de plaisir dans cette punition, seulement le constat amer d'une vie gâchée, d'un potentiel immense détourné par la cupidité et la cruauté. Mais un événement inattendu est venu troubler cette nouvelle routine. Un visiteur du passé qui a rouvert des plaies que nous pensions cicatriser. Il y a quelques mois, alors que ma mère et moi étions en train de dîner, notre porte a frappé. C'était ma tante Suzanne, la sœur de ma mère. Elle est entrée, le visage pâle, les yeux rougis, une enveloppe froissée à la main. « Clara, Étienne, je viens de recevoir ça. C'est de Dominique. » Dominique était la sœur cadette de Papy Louis, la seule survivante de sa génération. Elle avait toujours été une femme discrète, presque invisible dans les drames familiaux, vivant retirée dans un petit village de la Drôme. Nous la voyions rarement. L'enveloppe contenait une lettre, écrite d'une main tremblante mais ferme, et un vieux paquet de documents. « Dominique est décédé la semaine dernière », a dit tante Suzanne, dont la tristesse était encore fraîche. « Elle a laissé cette lettre pour toi, Clara, pour vous deux. » Ma mère a ouvert la lettre, ses mains tremblant légèrement. Elle a commencé à lire à voix haute, sa voix se voilant d'émotion. « Chère Clara, cher Étienne », a commencé la lettre. «
Je sais que vous avez enfin trouvé la vérité sur votre père, sur votre grand-père. Mais il y a une autre vérité, une ombre encore plus sombre que je n'ai jamais osé révéler, par peur, par honte, par loyauté mal placée. Ma mère a fait une pause, son regard croisant le mien empli d'une nouvelle anxiétude. Papy Louis n'avait pas seulement des propriétés et des entreprises, a continué ma mère, lisant la lettre avec une voix tremblante. Il avait aussi un autre bien, un secret bien gardé, une collection d'œuvres d'art inestimables, des tableaux de maître qu'il avait acquis discrètement tout au long de sa vie. Il les avait cachés, ne voulant pas que Laurent mette la main dessus, même avant de soupçonner qu'il pourrait être dangereux. Il avait documenté cette collection dans des boîtes secrètes, des cahiers codés, des lieux cachés. Il vous a laissé les clés, Clara, des indices que seul un membre de la famille directe pourrait déchiffrer. Il voulait que cela vous revienne, à toi et à Étienne, loin des griffes de Laurent. Un silence stupéfait a rempli mon appartement. Une collection d'art cachés? C'était un rebondissement inattendu, une dernière révélation posthume de Papy Louis. La lettre continuait, expliquant que Dominique avait été sa confidente, la seule à connaître l'existence de cette fortune cachée. Elle avait promis de garder le secret, et Papy Louis lui avait confié les indices, les clés, les fragments d'informations qui mèneraient à cette collection. J'ai gardé le secret toutes ces années, Clara, par respect pour mon frère et par peur de Laurent. Mais maintenant que la vérité est révélée, et qu'il est hors des croquis des cachettes, des dates, des lieux, ma mère a posé la lettre, les mains tremblantes, les yeux perdus dans le vide. Un trésor. Mon père avait un trésor caché, et Laurent ne l'a jamais trouvé. Tante Suzanne, qui avait écouté la lecture en silence, a hoché la tête. Laurent était obsédé par l'immobilier de ton père, Clara. Il n'a jamais cherché au-delà. Il pensait tout savoir. La nouvelle nous a secoués. C'était une autre couche de complexité dans l'héritage trouble de Papy Louis. Non seulement il avait été assassiné pour sa fortune immobilière, mais il y avait une fortune cachée, une sorte de dernière provocation, une protection posthume contre la cupidité de Laurent. Nous devons trouver ses œuvres, maman, ai-je dit, un nouveau mélange d'excitation et d'appréhension. Ce n'était plus seulement l'argent, c'était la mémoire de Papy Louis, son dernier message, sa dernière volonté. C'était un jeu de pistes, un défi lancé depuis l'au-delà par un homme intelligent et prévoyant. Mais nous devons être vigilants, a averti tante Suzanne. Laurent avait beaucoup de contacts. Des gens qui pourraient encore vouloir mettre la main sur la fortune de ton père, même mort, sans savoir qu'il y a un trésor caché. Le frisson de la chasse au trésor s'est mêlé à une inquiétude persistante. Le passé était loin d'être enterré. La découverte de la collection d'art caché de Papy Louis a insufflé une nouvelle énergie, une nouvelle quête à nos vies apaisées. Ce n'était pas seulement une question d'argent, bien que les estimations initiales suggéraient une valeur colossale, mais aussi une question de justice, d'honneur et de réhabilitation de la mémoire d'un homme exceptionnel. L'enquête pour retrouver les œuvres de Papy Louis est devenue notre grand projet familial, un défi intellectuel et émotionnel. Les indices laissés par Dominique étaient complexes, des fragments poétiques dans sa lettre, des références cryptiques à des lieux parisiens que seul Papy Louis et elle-même auraient pu comprendre. Chaque croquis, chaque date cachée dans ces documents était une pièce d'un puzzle élaboré, nous entraînant dans un voyage à travers les souvenirs de notre grand-père. Nous avons passé des semaines à Paris, ma mère, tante Suzanne et moi, épluchant de vieux carnets, visitant des librairies poussiéreuses du quartier latin, arpentant les galeries d'art des ruelles du Marais, suivant les traces de Papy Louis. Chaque découverte était une petite victoire, un pas de plus vers la vérité. Nous avons enfin localisé la première cachette derrière la cloison dissimulée d'un vieil appartement familial que personne n'utilisait plus. Papy Louis avait été un astucieux manipulateur. À l'intérieur, un coffre-fort robuste révélait un Rembrandt, éclatant de lumière et d'une valeur inestimable, ainsi que des indices menant à d'autres cachettes. L'émotion était palpable, une euphorie mêlée de larmes, tandis que nous tenions ces trésors entre nos mains, le témoignage silencieux d'un passé longtemps étouffé. Ensuite, ce fut une chasse au trésor dans tout Paris,
Une aventure qui nous a rapprochés, ma mère et moi, comme jamais auparavant. Chaque fois que nous trouvions une nouvelle œuvre, nous sentions la présence de Papy Louis, son esprit malicieux nous guidant. Nous avons découvert un Modigliani derrière une bibliothèque dans une maison de campagne en Provence, un Monet dissimulé dans les murs d'un ancien entrepôt de Lyon. C'était une leçon de résilience, d'intelligence et de clairvoyance de la part de Papy Louis, qui avait prévu la cupidité de Laurent bien avant que nous ne puissions l'imaginer. Cette collection d'art n'était pas seulement une fortune matérielle. Elle était un héritage de sagesse, une démonstration de l'amour profond qu'il portait à sa famille, une protection contre le mal. Ma mère a retrouvé une joie de vivre éclatante. La douleur et le poids du passé avaient laissé place à une nouvelle lumière, une sérénité retrouvée. Elle a choisi de créer une fondation d'art en hommage à son père pour soutenir de jeunes artistes français, perpétuant ainsi son amour de l'art et sa mémoire. Elle a conservé quelques pièces pour notre famille, des liens tangibles avec Papy Louis, mais la majeure partie de la collection serait utilisée pour faire le bien, pour créer de la beauté. Quant à moi, j'ai trouvé une nouvelle mission et une nouvelle perspective. L'argent, même si important, n'était plus mon seul moteur. J'ai décidé de m'impliquer dans la fondation de ma mère, apportant mes compétences en gestion et en technologie pour assurer sa pérennité et son impact. J'ai aussi commencé à travailler avec des associations qui aident les victimes de violences familiales, trouvant un sens profond à partager mon expérience pour éclairer les chemins sombres des autres. La relation avec ma mère, Clara, a atteint une profondeur inouïe. Nous étions devenus une équipe, unis par les épreuves, forgés par la vérité et la force de l'amour que Papy Louis nous avait légué. Le rire était revenu, sincère et libérateur. La peur avait disparu, remplacée par une confiance inébranlable en l'avenir. Leurs yeux étaient remplis de lumière, le reflet d'une paix profonde et d'un amour inconditionnel. La Bastide provençale a été vendue. J'ai rénové entièrement la maison de mon grand-père à Avignon, celle où il avait vécu ses dernières années, la transformant en un lieu de souvenir, un havre de paix où nous nous retrouvions souvent. Laurent, brisé par sa condamnation et l'humiliation publique, est resté en prison, coupé de tout. Son destin a été une conclusion sombre mais nécessaire, une justice rendue non par vengeance, mais par la force de la vérité. Nos cicatrices, celles du passé, ne disparaîtront jamais complètement. Elles sont gravées en nous, des rappels silencieux des ténèbres que nous avons traversées. Mais elles ne dictent plus nos vies. Elles sont devenues des symboles de notre résilience, de notre capacité à renaître, plus fort, plus sage et plus humain. L'histoire de la famille Moreau n'est pas un conte de fées avec une fin parfaite. C'est une histoire de douleur, de trahison, mais aussi de courage, de justice et de rédemption. C'est une histoire qui crie l'importance de faire face à la vérité, aussi difficile soit-elle, pour se libérer des chaînes du passé. Et c'est une histoire qui rappelle que parfois, le plus grand trésor que nous puissions trouver n'est pas l'argent ou la gloire, mais la paix intérieure retrouvée, la force de l'amour familial et la capacité de se reconstruire brique par brique sur les fondations d'une vérité enfin révélée. Et c'est là que cette histoire s'achève, non pas comme une fin, mais comme un nouveau commencement, un horizon inattendu et prometteur qui s'ouvre à nous, plus fort, plus unis, et surtout, enfin libre.